Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero pour présenter, introduire et expliquer nos analyses graphiques des données publiques du Covid-19. La vidéo d'aujourd'hui accompagne et explique 3 grandes mises à jour de nos analyses sur l'Allemagne, la Suisse et quelques nouvelles analyses de base sur la France. Comme d'habitude, vous pouvez trouver les 3 grands documents sur le canal Telegram Real Hero et Real Hero en français. Commençons par un aperçu des nouvelles analyses sur la France. L'accent est mis ici sur la comparaison du taux de mortalité des différentes régions par rapport à la France dans son ensemble. Notre site web Corona-Karten propose désormais également des informations de base sur la France et les points essentiels, hospitalisation et autres pour les différents départements. Les courbes sur cette diapositive montrent la relation entre les tests, les cas dits positifs et le nombre de traitements en unité de soins intensifs. Je vais vous donner quelques informations de base pour la diapositive 5. À côté du nombre de tests et des décès hebdomadaires avec un test PCR positif, vous voyez en arrière-plan des colonnes de différentes couleurs qui reflètent l'Oxford Stringency Index qui a été introduit par l'Université d'Oxford comme mesure de la sévérité des interventions afin que les gouvernements des États puissent vérifier l'efficacité de leurs interventions. Il nous donne ici des indications de la manière dont la mortalité en particulier a réagi aux mesures. La 6e diapositive fait le point à la fin du premier semestre sur la part des décès Covid-19 dans le total des décès en France par rapport aux années précédentes de 2015 à 2020. Il faut se concentrer sur la moitié supérieure du tableau où le nombre total de tous les décès est résumé en valeur absolue par période de 4 à 5 semaines et où les totaux du premier semestre sont calculés. Les valeurs maximales et minimales sont respectivement surlignées en rouge et en vert. Le nombre de décès attribués au Covid-19 est sur fond gris plus foncé et la valeur moyenne des années 2015 à 2019 est calculée dans la colonne de droite. Le taux de mortalité moyen avant l'apparition du Covid-19 est donc enregistré ici. Les 336 600 décès de 2021 représentent la valeur la plus élevée. Si l'on calcule maintenant la différence entre ces 336 600 personnes décédées en 2021 et la moyenne de 310 965, on obtient un chiffre de surmortalité supposé de 25 635 de plus que la moyenne des années précédentes. Cependant, étant donné que les 336 600 comprennent déjà le chiffre élevé de 46 184 décès dus au Covid-19, il ne resterait que 290 184 décès dus au Covid-19, il ne resterait que 290 416 pour les autres causes de décès. Cela correspondrait à une baisse du nombre de décès pour d'autres causes de décès de 20 549 et donc approximativement au nombre de décès de 2 semaines civiles. Des analyses des causes de décès à partir de 2020 ont déjà été publiées pour l'Autriche et l'Allemagne, d'où il ressort une redistribution des décès, notamment des cancers et des maladies cardiovasculaires vers le Covid-19. Les exigences en matière de rapport de l'OMS et des établissements de santé du pays jouent ici un rôle important. Les taux de mortalité de 1970 à 2020, qui ne sont pas non plus ajustés en fonction de l'âge, montrent une évolution caractéristique avec un point d'inflexion entre la baisse et la hausse des taux en 2004, qui peut être attribué au vieillissement croissant de la société. Le bond plus important de 0,6 décès pour 1000 habitants de 2019 à 2020 atteint le niveau du milieu des années 80. Par conséquent, la forte croissance démographique des groupes d'âge de plus de 60 ans dans les taux de mortalité doit également être prise en compte en France, pour remettre notamment les courbes de mortalité 2020 qui semblent dramatiques. Notez ici la courbe violette de 2021 qui ne présente pas d'oscillation aussi importante, mais dont on peut dire qu'elle est continuellement supérieure au taux de mortalité moyen des années précédentes jusqu'à la 19e semaine. La plupart de mes téléspectateurs devraient déjà connaître l'analyse de la mortalité ajustée selon l'âge dans la comparaison aux années précédentes.
Ici, les chiffres de décès d'Eurostat des différents groupes d'âge du tiers supérieur sont mis en relation avec le nombre respectif d'habitants de ce groupe d'âge dans le champ du milieu. Nous obtenons le pourcentage de décès dans le tiers inférieur. Ici, les valeurs maximales et minimales sont mises en évidence en couleur et pondérées dans la marge de droite avec des classements de 1, la pire valeur, à 8 pour la meilleure. Des 4 valeurs maximales des 4 groupes d'âge les plus élevés en chiffres absolus dans le tiers supérieur, il n'en reste que 2 en pourcentage dans les groupes d'âge 70 à 79 ans et 90 ans et plus. L'équivalent total résume ces taux de mortalité en pourcentage pour toutes les années par rapport à la structure d'âge de 2020 et le résultat global est le rang numéro 3 après 2013 et 2015. On constate d'une part que les taux de mortalité élevés se trouvent exclusivement dans les groupes d'âge de plus de 60 ans et que s'ils sont si élevés, c'est parce que ces groupes ont connu une forte croissance démographique. Si l'on compare l'augmentation du nombre de personnes âgées de plus de 90 ans qui passe de 624 651 à 898 106 avec un taux de mortalité d'environ 22%, on obtient une majorité de 60 160 décès dans ce seul groupe d'âge. Il est donc clair qu'une comparaison des chiffres absolus présente une image complètement fausse. Chacun peut se demander si les plans du gouvernement visant à protéger rigoureusement et systématiquement les personnes âgées par l'isolement ont eu l'effet souhaité ou même l'effet inverse. Ensuite, le même calcul se répète de façon saisonnière de l'été à l'été de l'année suivante, ce qui permet de saisir encore mieux dans son ensemble la mortalité hivernale. Nous pouvons également enregistrer ici le taux de mortalité actuel. Dans le calcul de la proportion des groupes d'âge, à nouveau un troisième rang avec un maximum dans le groupe d'âge 70 à 79 ans. La particularité de cette standardisation par âge des taux de mortalité exigés par l'OMS permet également de comparer les régions de France entre elles, les chiffres de mortalité ayant tous été ajustés à la population de l'Île-de-France pour ce calcul. Il en résulte un classement allant du plus mauvais premier rang des Hauts-de-France au meilleur des Pays de la Loire. Ce résultat apparaît en couleur dans la représentation suivante des régions avec les équivalents totaux en pourcentage. Il existe une uniformité de couleur intéressante entre les régions du sud-ouest et du nord-est. Afin d'effectuer des recherches plus approfondies, j'ai tracé les courbes de mortalité pour chaque région, ici l'Île-de-France. L'oscillation extrême en 2020 avec un maximum hebdomadaire de 4673 correspond à une multiplication par près de 4 du taux de mortalité normal. Je pense ici qu'il ne faut pas seulement procéder à une réévaluation statistique. Chaque fois que des décès inexpliqués surviennent dans la vie quotidienne, je pense qu'une enquête criminologique est également nécessaire afin de déterminer ou d'exclure les questions de faute criminelle. Pour chaque région, on procède ensuite au calcul annuel habituel des équivalents totaux qui pour de nombreuses régions aboutit à la pire des places en 2020. Le fait qu'il y ait aussi des régions où 2020 n'a pas été la pire année est démontré par la région du Pays de la Loire avec un 4e rang. Après ce tour d'horizon plus détaillé des analyses françaises, un aperçu plus condensé de la mise à jour globale de mes analyses en Allemagne. Je ne vais pas entrer dans le détail des présentations connues des précédentes mises à jour, mais je souhaite mettre en avant certains nouveaux graphiques ou de nouvelles découvertes particulières. Le fait que la baisse du nombre de cas s'accompagne actuellement d'une diminution du nombre de tests de plus de la moitié, avec une augmentation du taux de vaccination à plus de 60% de primo-vaccination, masque quelque peu la nouvelle augmentation du nombre de cas qui peut néanmoins être observée actuellement. Le fait que la troisième vague qui apparaît dans le tableau de bord du RKI n'a pratiquement aucun effet sur le taux de mortalité dans son ensemble doit surprendre. Mais cela correspondrait à l'affirmation des virologues selon laquelle les virus deviennent moins dangereux avec le temps en raison de la mutation et aussi parce que l'immunité de base de la population augmente. Le bilan semestriel des décès doit être vu en comparaison avec la diapositive 6 des analyses de la France, car là aussi il y a un comptage très généreux des décès Covid-19.
Si on les déduit à nouveau, à contrario, le nombre des autres causes de décès diminue de 33 166. Comme pour la France, j'ai tracé les taux de mortalité pour 1000 d'Allemagne pour la période de 1970 à 2020. Et on voit une courbe comparable, mais par rapport à la France, avec une augmentation plus faible du taux de mortalité non ajusté à l'âge de 2019 à 2020. Mais là aussi, le niveau du milieu des années 80 a été atteint entre-temps. La vision saisonnière de la mortalité en Allemagne n'est pas encourageante, malgré un troisième rang global dans les groupes d'âge supérieurs de 60 ans et plus, ce qui soulève des questions claires sur le concept de protection des personnes âgées, surtout en ce qui concerne la mortalité hivernale. Sur la diapositive 35, les événements actuels illustrent bien que depuis la 14e semaine, l'incidence des décès a été continuellement supérieure à la moyenne des années précédentes, sans qu'aucune corrélation avec le nombre de cas de la troisième vague ne soit visible. La part de 12,3% des décès dus au Covid-19 dans le nombre total de décès doit être considérée comme très élevée, mais on a déjà vu sur la diapositive 15 que la méthode de comptage conduit à des valeurs irréalistes. Entre-temps, une troisième nouvelle évaluation du taux de mortalité pour 2021 est également possible, et ici la situation s'est considérablement détendue dans les groupes d'âge supérieurs, sauf pour les plus de 94 ans. Le troisième rang est globalement au milieu de la zone inférieure. La réduction du nombre de lits de soins intensifs continue de progresser imperceptiblement, ce qui n'est pas qu'étonnant en vue de la prochaine saison hivernale qui s'annonce problématique à dramatique. Entre-temps, ces événements ont fait l'objet d'une large couverture médiatique, mais les politiciens n'y ont pas prêté attention et il n'y a pas eu de discussion sur le contenu, même au sein des commissions spéciales du Bundestag. La région de Hanovre en est un exemple très impressionnant avec une réduction du nombre de lits d'un maximum de 569 en juillet 2020 à seulement 194 lits de soins intensifs signalés dans le registre d'IVI. J'ai déjà discuté de l'augmentation sans précédent de la charge virale estivale dans les échantillons Sentinelle dans un post séparé dans le groupe Telegram. Il est intéressant de constater que cette augmentation coïncide avec l'introduction des masques obligatoires en 2020. Les valeurs R supérieures à 1 nous sont toujours présentées comme commençant à croître de manière exponentielle, ce qui est en totale contradiction avec le taux de mortalité et la baisse du taux de mortalité de Covid-19 dans ce contexte. Les diapositives 62 à 63 donnent un aperçu de l'évaluation régulièrement publiée de nos analyses de la base de données de l'EMA sur les effets indésirables des vaccins. Vous trouverez l'adresse où ces données sont régulièrement publiées sous forme de document d'une page tout en bas de la page. Entre-temps, une évaluation spéciale des effets indésirables rapportés chez les enfants et les adolescents a également été publiée. Enfin, voici un bref aperçu de la mise à jour suisse. Une nouveauté est la présentation supplémentaire de l'évolution de la vaccination par rapport aux hospitalisations qui, comme le nombre de cas, connaissent actuellement une nouvelle légère augmentation. Il convient de mentionner ici que les grands services de pédiatrie des hôpitaux de Zurich et de Berne font état des problèmes actuels dus à la forte augmentation des maladies respiratoires graves causées par les virus RS chez les enfants, qu'ils attribuent à une immunisation insuffisante en période de confinement. En Suisse comme en Allemagne, on observe une tendance à la diminution du nombre de lits de soins intensifs, bien que des capacités libres subsistent toujours dans l'ensemble, avec des taux d'occupation de 75% et parfois nettement inférieurs. En Suisse, la vue d'ensemble de la mortalité 2021 est particulièrement impressionnante, car depuis la 4e semaine civile, le nombre total de personnes décédées est presque continuellement nettement inférieur aux valeurs moyennes des années précédentes. Les chiffres attribués au Covid-19 sont également en baisse, sans que l'on puisse établir un quelconque rapport avec le nombre de cas de la soi-disant troisième vague. Ceci est également documenté de manière tout aussi impressionnante dans l'aperçu sous forme de tableau, et un 6e rang est la 2e meilleure valeur des 7 dernières années. Le bilan semestriel de la Suisse conduit au même phénomène qu'en France et en Allemagne, à savoir que le nombre de décès attribués au Covid-19 ne se reflète pas dans le taux de mortalité global.
Ici, le nombre absolu de décès 2021 est déjà inférieur de 8 à la moyenne des années précédentes 2014 à 2019. Si l'on déduit la part de 7,5% des 2558 décès dus au Covid-19, le nombre d'autres causes de décès aurait diminué de 2566. Je ne vois pas de raison rationnelle à une baisse aussi importante des causes de décès par cancer ou par maladie cardiovasculaire qui devrait plutôt augmenter que diminuer avec les services de thérapie et les traitements cliniques intermittents dans ce domaine. La justification de la surreprésentation générale du Covid-19 comme cause de décès dans les 3 pays peut faire l'objet d'un large débat. J'ai déjà mentionné les directives relatives au comptage en tant qu'aspect particulier et la signification des tests PCR utilisés doit également être reconsidérée. Compte tenu de la sous-mortalité prolongée en Suisse, la signification statistique de la surmortalité élevée en automne-hiver 2020 doit être considérée dans le contexte saisonnier global. À l'exception de la valeur maximale du groupe d'âge le plus élevé, celui des plus de 90 ans, il en résulte un 5e rang global dans la zone moyenne, ce qui indique que la forte mortalité hivernale a déjà été statistiquement largement compensée par la sous-mortalité. Pour le montrer en chiffres absolus, la conversion de tous les taux de mortalité à la population de 2021 donne encore une surmortalité totale de 1356 pour la période considérée, qui est évidemment encore due à l'hiver passé. Toujours pour la Suisse, le relevé des taux de mortalité de 1970 à 2020 suit avec un saut notable de 2019 à 2020 qui le place au niveau de la fin des années 90. Même en excluant le premier saut de 2015, la tendance générale à la baisse est ici interrompue, mais il y avait aussi des valeurs avec une légère tendance à la hausse auparavant. Dès la diapositive 58, un nouveau sous-chapitre traite du projet de vaccination et des effets indésirables de la vaccination en Suisse. On observe une augmentation des déclarations par rapport au total des 9 dernières années d'un facteur 2,19. 128 décès dans le contexte temporel de la vaccination déclarés en majorité par les médecins traitants. Il n'y a pas de déclaration sur la nécessité d'investigations détaillées à ce sujet et le bilan positif de la recommandation de vaccination est maintenu sans réserve, sans autre discussion. Le nombre d'enfants de moins de 10 ans vaccinés sans autorisation est passé à 299 et est couvert par l'Association des pédiatres. Le soutien des associations professionnelles et de l'expert juridique Ebi Muller est absolument sans discussion et au vu de la décision de vaccination admise par les enfants même sans le consentement des parents, ouvre toutes les portes aux offres de vaccination qui peuvent s'établir à l'avenir directement dans les espaces scolaires et de loisirs des enfants. Il y a aussi déjà des protagonistes qui, en prévision d'une éventuelle autorisation future de l'EMA pour la vaccination des nourrissons et des enfants, demandent une vaccination complète même pour les groupes d'âge qui ne sont pas du tout touchés par le Covid. Ceux qui approuvent sans réserve une telle évolution devraient réfléchir aux conflits insolubles qui vont surgir ou ont déjà surgi pour les personnes réellement touchées par les dommages causés par les vaccins. Ce type de stratégie agressive de promotion et de publicité pour des produits qui sont normalement soumis à une interdiction de publicité est-il judicieux ou même admissible ? Je ne comprends pas pourquoi de telles discussions ne sont pas menées de manière professionnelle et avec l'empathie nécessaire pour tous les groupes concernés. C'est avec cette question que je vais conclure, en espérant vous avoir fourni matière à réflexion, à effectuer vos recherches et débats. Vos propres idées et conclusions sont le but de notre travail. C'est pourquoi le matériel de cette vidéo est à nouveau disponible en téléchargement sous forme de document PDF sur le canal Telegram, cette fois-ci simultanément pour les 3 pays présentés. Le document en allemand n'a cette fois pas été traduit en français. Si vous aimez cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos.